Je m'appelle Grayson Monroe et je vis dans une impasse tranquille de Kerry, en Caroline du Nord, où les maisons sont alignées comme des sentinelles gardant des secrets que nous préférerions oublier. Il y a 6 ans, ma femme Delilah est partie. Ses talons claquaient dans l'allée au rythme précis de mon cœur brisé. Et rien n'a été comme avant. J'ai troqué mes alliances contre des clôtures grillagées, partagé mes rêves contre des mensualités de prêts immobiliers, et chaque matin, je me réveille avec l'écho de son absence. Notre fils Malik fait tourner mon monde. Son génie et sa gentillesse me rappellent constamment que l'amour, une fois planté, peut renaître, même lorsque ses racines sont piétinées par de vieilles blessures. Ce matin d'été, l'air était lourd d'humidité, et l'odeur de l'herbe fraîchement tondue flottait du travail de Malik, de l'autre côté de la rue. À 17 ans, il s'est porté volontaire pour tondre la pelouse de ses grands-parents par courtoisie, bien qu'il n'ait hérité ni de leur fortune ni de leur générosité. Depuis ma véranda, je l'observais guider la tondeuse à travers l'étendue émeraude. Chaque passage laissait des traces d'espoir. Des gouttes de sueur traçaient des lignes sur ses tempes. Mais sa mâchoire ne vacillait jamais. Il avait l'air déterminé à faire ce qui était juste. Même quand on le lui ôtait. Puis vint le coup, sec, insistant, une piqûre dans le brouhaha du quartier. Malik marqua une pause, se passant une main dans les cheveux avant de poser la tondeuse. J'entendis ses pas crisser sur le gravier, le léger grincement de la porte moustiquaire lorsqu'il l'ouvrit. En me levant et en traversant la rue, je la vis debout. Cora Langford, mon ex-belle-mère, la posture raide comme une statue, les lèvres pincées. Elle portait un chemisier pastel brodé de rose comme pour se moquer de la chaleur. Dans sa main, une photo d'elle avait flotté comme un drapeau d'avertissement. « Malik est là » demanda-t-elle d'une voix cassante. Il s'avança, la serra dans ses mains. Je m'approchai silencieusement, chaque pas lourd de prémonition. « Bonjour, Madame Langford » dit Malik d'un ton poli mais prudent. Il me tendit le dossier, contenant les formulaires de recommandation universitaires qu'il avait imprimés lui-même. Son plus beau sourire était prêt, et je sentis une vague de fierté si intense que j'en eus mal à la poitrine. Elle s'empara du dossier comme d'un poison. « Je ne sais pas pourquoi vous nous demandez toujours quelque chose » lança-t-elle sèchement, ses yeux se posant sur moi comme si j'étais une complice coupable. « Vous n'êtes pas mon vrai petit-fils. » Ces mots s'abattirent comme des pierres dans la poitrine de Malik. Je vis sa colonne vertébrale se courber sous leur poids, ses doigts se crisper autour du dossier jusqu'à ce que le papier se froisse. Le temps ralentit. J'aurais voulu intervenir pour la faire tomber sur le trottoir et reconquérir la dignité de mon fils à coups de poing. Mais je restais figé. Au lieu de cela, je pris une inspiration et laissai l'instant se dérouler dans son intégralité. Le son des voyelles coupées de Cora, le tremblement des épaules de Malik, le bourdonnement lointain des cigales cachées derrière les feuilles de chêne. Un jour, elle se retourna et s'éloigna à grands pas, ses talons claquant à leur rythme cruel. Malik resta immobile. Je m'approchai de lui, posant une main sur son épaule, sentant la chaleur irradier de sa peau. Il ne leva pas les yeux. Je le guidai de l'autre côté de la pelouse jusqu'à la balancelle où sa mère et moi nous asseyions autrefois pour partager un thé sucré et des mots plus doux. Je sentais les fantômes de notre famille, les joyeux anniversaires, les repas de fête, le jour de la naissance de Malik, hanter chaque claque sous nos pieds. Il me rappelait combien nos vies deviennent fragiles lorsque les vieilles rancunes prennent plus de place que le pardon. Je m'éclaircis la gorge. « Tu n'as rien fait de mal » dis-je à voix basse, pour que lui seul puisse m'entendre. Ses yeux se posèrent sur les miens, des flaques sombres reflétant la trahison. Parfois, les gens disent des choses horribles parce qu'ils ont peur. Peur du changement. J'ai peur de toi. Il inspira, puis expira d'un souffle tremblant, repliant le dossier froissé contre sa poitrine. Je fouillai dans ma poche et en sortis un nouveau jeu de formulaire que j'avais imprimé plus tôt, ainsi qu'une nouvelle épingle. Finissons en ensemble. Tandis qu'il remplissait les blancs, numéro par numéro, je l'observais, son front sérieux, la façon dont sa langue pointait entre ses dents lorsqu'il se concentrait, l'assurance de son écriture. Je repensais au garçon qu'il avait été, prudent et intelligent, se cachant derrière des encyclopédies et des bandes dessinées, et au jeune homme qu'il devenait, audacieux, compatissant, inflexible face à la cruauté. La brise souffla, apportant le parfum du jasmin dans la lointaine promesse de pluie. Et je me laissais croire que la guérison pouvait commencer ici, à l'ombre de vieux fantômes. Lorsqu'il eut terminé, il referma délicatement le dossier et le glissa dans son sac à dos. Il leva les yeux et, l'espace d'un instant, nos regards se croisèrent. Il vit ma fierté,
mes regrets et l'amour féroce qui me poussait à rester immobile alors que je voulais déplacer des montagnes. Merci. Pour toi, murmura-t-il d'une voix à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles. Pour ta présence, acquiesçai-je en déglutissant difficilement et lui serrai la main. Les cigales se turent, comme pour nous accorder un moment de paix avant que le monde ne reprenne ses activités. Nous rentrâmes chez moi côte à côte, nos pas résonnant sur le trottoir. Je portais la tondeuse dans l'allée et il jeta son sac à dos sur son épaule, le dossier bien rangé à l'intérieur. En déposant la tondeuse près du garage, je réalisai que parfois les batailles les plus difficiles se déroulent en silence. Et les victoires les plus fortes se remportent dans la solidarité silencieuse. Ce jour-là, sous le soleil implacable de Caroline, je fis le vœu qu'aucun fantôme de notre passé ne jetterait plus jamais d'ombre sur mon fils. Et tandis que le soleil baissait, peignant l'herbe d'or, je sus que je tiendrais cette promesse, même si cela impliquait d'affronter chaque fantôme persistant de vieilles blessures. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores et les échardes, peignant des rectangles d'or sur le parquet. J'ai retrouvé Malik. À la table de la cuisine, son plus beau dossier de candidature à l'université s'étalait devant lui comme un champ de bataille. Il était assis, raide, le dos trop droit pour un adolescent, plus soldat que fils. Le dossier que Cora avait dérobé la veille gisait à côté de lui, les bords encore froissés. Il le fixa comme si ses plis supportaient le poids de ses mots, et je sentis un creux se réveiller dans ma poitrine. Je versai 2 tasses de café. Fort, noir et amer, et en posai une devant lui sans un mot. Il leva les yeux, las, mais se concentra à nouveau sur les formulaires sans rien dire. Quand je m'assis, le silence entre nous s'étira et menaça d'étouffer la pièce. Finalement, Malik referma le dossier et leva les yeux. Ses yeux, toujours si assurés, brillèrent d'une lueur douloureuse. Elle le répéta. « Papa » murmura-t-il d'une voix tendue. « À la réception, vous voulez toujours quelque chose. Vous n'êtes pas mon vrai petit-fils. » Je sentis la colère se tordre en moi, mais avant qu'elle ne puisse se libérer, je la ravalai. Je tendis la main et la posai sur la sienne, chaude et ferme. « Je suis désolé, dis-je à voix basse. Elle n'a pas le droit de te dire ça. » Il hocha la tête, d'un geste bref et cassant, et retourna à son travail. À midi, un courriel atterrit dans notre boîte de réception, formel et impersonnel, chargé d'accusations. Cora Langford avait déposé plainte auprès du syndicat des copropriétaires, affirmant que Malik l'avait harcelé et l'avait mise en danger sur sa propriété. Je lus les mots 2 fois, chaque phrase me faisant grincer des dents. J'observai le reflet de Malik sur l'écran de son ordinateur portable, son profil hanté, la mâchoire serrée. Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam vacillant comme une bouée de sauvetage. Je fermai doucement l'ordinateur et me levai. « Viens avec moi, dis-je. » Il se leva, plia les formulaires comme un soldat rangeant son équipement, et me suivit par la porte arrière. Nous marchâmes en silence jusqu'à la voiture, la chaleur nous pressant la peau comme un chiffon humide. J'ouvris la boîte à gants et sortis un classeur noir que j'avais préparé la veille. Des preuves de chaque visite, de chaque SMS, de chaque instant passé par Malik à tondre, arroser et faire preuve de courtoisie. « On va leur dire la vérité » dis-je d'une voix ferme. Il posa sa main sur mon épaule tandis que je nous conduisais au bureau de l'association de propriétaires, la lumière du soleil se reflétant sur le tableau de bord. Dans le rétroviseur, je vis ses yeux emplis d'un mélange de détermination et d'appréhension. Il avait 19 ans, et tout, mais de naissance, face à une accusation qu'il n'avait jamais méritée. Dans la salle de conférence de l'association de propriétaires, l'air sentait le café rassis et les agendas fraîchement imprimés. Les voisins murmuraient à la longue table, leurs visages embués de curiosité et de jugement. Au bout de la table était assis Ron Tillet, président et juge réticent. Il tapota une pile de papier et leva les yeux à notre entrée. « Monsieur Monroe » dit-il d'une voix polie mais méfiante. « Vous pouvez répondre. » Je posai le classeur sur la table et l'ouvris, révélant son contenu bien organisé. Capture d'écran successives de Cora demandant des travaux de jardinage. Photos horodatées de Malik transportant du matériel, SMS confirmant les dates et images de la caméra de surveillance capturant chaque coup respectueux à sa porte. J'ai regardé la pièce se taire. Seul le léger clic de mon classeur se refermant entre les sections. Je me suis levé et j'ai cliqué sur mon ordinateur portable pour projeter les images de la caméra sur le mur. Malik se tenait près de sa tondeuse aux premières lueurs de l'aube, souriant timidement tandis que Cora désignait le parterre de fleurs. Ensuite,
l'horodatage le montrait s'essuyant le front après avoir terminé le chemin entre les rosiers. Enfin, la séquence où elle prononçait ces mots, j'avais encore un goût de bile. Vous voulez toujours quelque chose. J'ai arrêté la vidéo sur son visage, lèvres plissées, yeux plissés. La pièce restait silencieuse, la tension palpitant comme un fil électrique. J'entendais ma propre respiration, régulière mais chargée. J'ai éteint l'ordinateur portable et j'ai croisé le regard de chaque voisin. Mon fils n'a rien fait d'autre que proposer son aide, ai-je dit d'une voix calme. Il s'est porté volontaire par respect. Il n'a jamais demandé d'argent. Il n'a jamais quitté le béton sans permission. Mais hier, on lui a dit qu'il ne faisait pas partie de cette famille, qu'il n'était pas réel. Les mots étaient lourds comme du fer. J'ai laissé le silence s'éterniser jusqu'à ce que quelqu'un frotte des papiers. Puis j'ai ajouté, cette plainte ne concerne pas la sécurité. C'est une question de préjugés. C'est une question de peur du changement. J'étais assis, la poitrine serrée, à regarder le classeur passer de main en main. Des voisins au visage rouge lisaient, la bouche serrée. 1 heure plus tard, Ron s'éclaircit la gorge. Nous allons délibérer, dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. Merci, monsieur Monroe. Nous avons rassemblé nos affaires et sommes partis sans un mot. Dehors, l'air était plus frais, comme si le bâtiment exhalait un soulagement. Malik marchait à mes côtés, les épaules toujours raides, mais le regard plus brillant. Je l'ai gardé par le bras, le guidant vers la voiture. Tu as bien fait, ai-je dit. Il hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois, et inspira profondément. De retour à la maison, nous nous sommes assis sur la véranda où l'herbe s'étalait comme un océan vert. Malik sortit son téléphone de sa poche et le consulta distraitement. Personne n'a vu son point de vue, demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. Tout le monde a vu le tien, pour une fois. Il laissa échapper un soupir, et je crus apercevoir un sourire étincelant. Merci, papa, dit-il d'une voix plus légère. Les cigales bourdonnaient au-dessus de nous, comme si elles saluaient une petite victoire dans leur chant interminable. Ce soir-là, après que le soleil eut disparu derrière les pins et que le ciel eut pris une teinte indigo, je me retrouvai allongé, éveillé, à repenser à la journée. Je visualisais chaque recoin de la salle de conférence. La façon dont le camouflet de Kororu avait résonné plus fort que son accusation. J'étais fier de la dignité de mon fils, suffisamment féroce pour le protéger de ses vieilles blessures. Et je m'autorisais un mince espoir que le prochain coup à la porte serait empreint de respect plutôt que de malveillance. Parce que parfois, défendre quelqu'un qu'on aime change le monde, un acte discret à la fois. La salle de réunion de l'association de propriétaires sentait le café rassis et le vernis institutionnel. Le genre d'endroit où les rancunes polies s'exhalent sous les néons. J'étais assis au dernier rang, les bras croisés sur la poitrine, le cœur battant la chamade. Malik était assis à côté de moi, les épaules carrées, mais les yeux se tournaient vers la porte à chaque ouverture. Au bout de la longue table rectangulaire, Ron Tillet s'éclaircit la gorge et observa par-dessus ses lunettes les membres du conseil d'administration et les voisins rassemblés. Des murmures parcoururent la salle, mêlés de curiosité, de jugement, d'impatience. C'était le moment que je redoutais et que je préparais à la fois depuis la réception de la plainte officielle de Cora. Ces allégations selon lesquelles Malik l'avait harcelé et l'avait mise en danger étaient un mensonge teinté de préjugés, et j'étais déterminé à révéler la vérité. Lorsque Ron ouvrit la séance, il parla d'un ton mesuré. Merci à tous d'être présents. Nous sommes ici pour examiner la plainte déposée par Madame Coral Langford contre Monsieur Malik Monroe. Il me jeta un coup d'œil, puis poursuivit, Monsieur Monroe, vous pouvez présenter vos preuves. Je me levai, serrant contre moi un mince dossier couleur nuit, aux pages chargées de preuves. Le silence retomba dans la salle. Le seul bruit était le léger bourdonnement du climatiseur qui luttait contre la chaleur estivale. Je me dirigeai vers le centre de la table. Chaque pas me sembla marquer un territoire. Je disposai le dossier devant Ron, puis me tournai vers tout le monde. La présence constante de Malik dans mon dos me donna du courage. J'aimerais commencer par la chronologie, commençai-je d'une voix claire dans le silence. Le 10 juin, à 7h15, Malik arriva chez Madame Langford, comme chaque semaine, pour tondre sa pelouse. Je tapota le dossier. Voici un SMS horodaté envoyé du téléphone de Madame Langford à mon numéro à 7h20 confirmant l'arrangement. Je distribuai des copies imprimées, une capture d'écran des mots de Cora. Merci d'être venu tôt. Brillant sur l'interface noire.
Ensuite, je soulevais une pile de photos. Malik poussait la tondeuse le long de l'allée. Casquette baissée pour se protéger les yeux du soleil. Les images étaient nettes. La sueur perlait sur son front. Le plateau métallique de la tondeuse brillait. Les fleurs fragiles de la roseraie corps se dressaient toujours. Les membres du conseil se penchèrent en avant. Je sentis leur regard s'aiguiser. Puis j'ai dit, nous avons des images de la caméra Ring du 24 juin à 22h02, lorsque Madame Langford a accusé Malik de harcèlement. J'ai appuyé sur un bouton de mon ordinateur portable et la vidéo s'est allumée sur l'écran de projection. Malik se tenait devant le porche de Cora, la tondeuse à gazon tournant au ralenti derrière lui. Sa posture était particulière, les mains jointes dans le dos, la tête légèrement inclinée. J'ai revu le moment où la voix de Cora, sèche et dédaigneuse, a percé le silence. Vous voulez toujours quelque chose. Vous n'êtes pas mon vrai petit-fils. L'écho de ces paroles a empli la pièce, suivi du tremblement des épaules de Malik lorsqu'il a pris une inspiration, a hoché la tête et s'est reculé pour la laisser passer. Le silence qui a suivi sa sortie était pesant, comme l'espace entre les notes d'une marche funèbre. J'ai arrêté la vidéo sur le visage de Cora, ses yeux plissés, les commissures de sa bouche serrées. J'ai éteint le projecteur et fermé mon ordinateur portable. Voilà ce qui s'est passé, ai-je dit. Pas du harcèlement. Pas de menace. Un bénévole respectueux lui a dit qu'il n'avait pas sa place, puis l'a accusé d'avoir eu tort de se tenir poliment sur un porche. Ma voix portait une colère contenue qui a fait bouger quelques voisins, mal à l'aise. J'ai rouvert le dossier, révélant les transcriptions des plaintes de voisinage que Cora avait déposées ces 5 dernières années contre les Patel à Cedar Bend. La famille morale près de Maple Drive. Les frères et sœurs Chin, 2 maisons plus loin. Chaque plainte était identique, tant par le ton que par la teneur. De vagues allégations d'insécurité. Des demandes de restriction d'accès aux étrangers. Je fais circuler ces documents. Voici un schéma récurrent. J'ai parlé d'une utilisation répétée de l'association de propriétaires contre quiconque ne lui ressemble pas ou ne vit pas comme elle. Les têtes ont hoché la tête, certaines en signe de sympathie, d'autres en signe de reconnaissance naissante. J'ai senti la main de Malik effleurer la mienne sous la table. Un merci silencieux, j'ai avalé ma salive et j'ai continué. Finalement, ai-je dit, en sortant une capture d'écran imprimée du commentaire de Cora sur le groupe Facebook communautaire. Ce quartier a besoin de gens qui respectent nos valeurs. Gardez-le propre. Le message est resté au milieu d'une merde des messages de célébration pour les prix de jardin et les fêtes de quartier. Comme si ça n'était qu'un devoir civique parmi tant d'autres. J'ai réfléchi. Ce ne sont pas des incidents isolés. C'est la base de sa plainte contre mon fils. Un murmure a parcouru la salle. Les voix s'élevaient comme le vent avant la tempête. Un membre du conseil a ajusté ses lunettes. Monsieur Monroe, a-t-il dit. C'est très important. Les yeux de Ron brillaient. En effet, ai-je hoché la tête en fermant le dossier une fois pour toutes. J'espère que vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'une question de sécurité, mais de discrimination. Je demande au conseil de rejeter cette plainte et de prendre les mesures appropriées pour protéger notre communauté contre de tels abus de nos règles. Ron a regardé ses notes, puis a levé la tête. Merci, Grayson. Le conseil délibérera en privé et rendra une décision d'ici la fin de la semaine. Le simple fait d'être là me semblait une victoire. Ayant joué carte sur table, je suis retourné m'asseoir à côté de Malik, qui a croisé mon regard avec une fierté qui brillait dans ses yeux, me serrant la poitrine. Il m'adressa un petit sourire hésitant, le premier que je voyais depuis que les mots de Cora l'avaient frappé. En quittant la salle de réunion, des voisins s'approchèrent de nous, certains pour s'excuser, d'autres pour me soutenir, d'autres encore pour hocher la tête d'un air grave. Sur le parking, Malik m'enlaça dans ses bras, une rare étreinte, et je le serrai fort contre moi, écoutant le léger bruit sourd de sa tête contre mon épaule. « Merci, papa, murmura-t-il. Tu leur as montré mon histoire. » Je l'embrassai sur le sommet de la tête. « Toujours, répondis-je. Toujours. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repassai chaque détail de la réunion. Je songeais à la façon dont les preuves avaient noyé les mensonges, à l'importance de la vérité dans un monde prompt à juger. Et je crus avec une certitude tranquille que nous avions fait un premier pas vers la justice. Malik dormirait mieux maintenant et demain l'herbe serait encore verte car la vérité aurait enfin pu pousser. Je pensais que ce serait la fin. La plainte rejetée,
les rumeurs apaisées et le fragile morceau de notre quartier restauré. Mais 2 jours après la réunion de l'association de propriétaires, la voiture de Malik était immobilisée dans notre allée comme un animal blessé. Ses vitres côté conducteur étaient maculées d'éclaboussures jaunes et les 2 pneus de ce côté se dégonflaient en un triste croissant de lune. Je me suis engagé dans l'impasse juste avant l'aube. La rue était déserte, à l'exception du doux bourdonnement des cigales et du grondement lointain de la circulation matinale. Le halo des lampadaires éclairait la berline bleue nuit de Malik, désormais bariolée de blanc et de jaune, parsemée de traces de promesses dégonflées. J'approchais lentement, chaque pas angoissé. Les coquilles d'œufs jonchaient le trottoir. Les souvenirs du petit déjeuner se transformaient en armes, et les pneus déchirés pendaient comme des serpentins mous. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que quelqu'un de l'autre côté de la rue m'entendrait. J'ai pris des photos avec mon téléphone. Gros plan sur les fragments d'obus collés au pare-brise, les bords dentelés des pneus crevés, les gribouillis effacés et le marqueur noir sur la portière passager. Pas de la famille. Le message était clair, restez à distance. Mon esprit revint à l'homme que j'avais vu serrer Cora dans ses bras sur son Porsche une semaine plus tôt. Il avait la même carrure, la trentaine, les épaules larges, une casquette de baseball enfoncée, mais je l'avais alors pris pour un simple voisin de plus qui offrait du réconfort. Je réalisais alors que son étreinte était peut-être un avertissement, un signal que l'influence de la famille Langford allait au-delà des lettres polies de l'association de propriétaires et s'étendait jusqu'au domaine de l'intimidation. J'ai appelé la police et j'ai attendu sur le capot de ma voiture, les gyrophares allumés en rouge et bleu dans mon rétroviseur, jusqu'à l'arrivée de 2 policiers. Ils ont pris ma déposition avec un détachement poli, notant mon nom, celui de Malik, la marque et le modèle de la voiture, ainsi que le mot grossier griffonné sur la portière passager. On dirait un crime haineux, murmura un policier dans sa barbe. Mais aucune unité spécialisée dans les crimes haineux ne fut dépêchée. Le numéro du rapport fut enregistré sans conviction, et les policiers promirent que quelqu'un donnerait suite, même si leurs épaules s'affaissaient sous le poids d'un scepticisme tacite. Je les remercie. Mais alors même qu'ils s'éloignaient, ma confiance s'est évaporée comme l'air s'échappant des pneus de cette voiture accidentée. À l'intérieur de la maison, j'ai trouvé Malik dans sa chambre, arpentant le plancher comme un lion en cage. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, ses yeux étaient rouges. Il m'a aidé à soulever l'arrière de la voiture et à la tirer jusqu'au garage pour que les résidus d'œufs n'attirent pas les abeilles. Puis il a filé vers l'école sans un mot. Je l'ai regardé partir, les traits de son visage crispés par la douleur et la colère. J'aurais voulu lui promettre un passage sûr, mais le monde au-delà de notre allée avait déjà montré ses griffes. Au lieu de cela, je me suis affalé sur ma chaise et me suis juré de ne pas laisser la peur nous dominer. Cet après-midi-là, j'ai épluché les messages de surveillance de quartier et les discussions des groupes communautaires, à la recherche d'indices. Un voisin 2 rues plus haut a signalé avoir entendu un véhicule s'éloigner à toute vitesse tard dans la nuit. Un autre avait filmé une plaque d'immatriculation floue, filmée par une caméra Ring fixée sur un poteau de clôture. J'ai téléchargé la vidéo et l'ai retouchée sur mon ordinateur. Granuleux, mais suffisamment pour révéler un pick-up au haillons rouillé et à l'autocollant, réunion de famille Langford 1998. Mon sang se glaça. Ces retrouvailles avaient eu lieu avant mon divorce, à l'époque où Delila croyait encore que la famille se définissait par le sang et les noms de famille. À présent, ce même héritage d'exclusion nous poursuivait. J'ai imprimé les images et constitué un nouveau classeur. Celui-ci, plus lourd, sa tranche douloureuse sous le poids des preuves. J'y ai inclus les images de la vidéo de l'école, la bague téléchargée montrant l'autocollant du haillon, et le rapport de police faisant état de soupçons de crime haineux. J'ai souligné le schéma, les plaintes mesquines auprès de l'association de propriétaires, les préjugés voilés, et maintenant une escalade violente. Puis j'ai appelé l'inspecteur chargé de notre affaire et laissé un message avec le dossier pour un enquêteur qui se soucierait de nous écouter. Je ne m'attendais pas à des miracles, mais j'avais besoin d'un document qui nous protégerait de l'obscurité. Ce soir-là, j'étais assis à table avec Malik et les vieilles tasses en porcelaine délicate de sa mère qui semblaient se moquer de nos nerfs endurcis. Il a déplacé des petits pois dans son assiette, le regard perdu dans le vide. J'ai posé un exemplaire du nouveau classeur près de son verre d'eau et j'ai posé ma main dessus. Je sais que ça empire, ai-je dit doucement. Mais je ne vais pas les laisser gagner. Il m'a regardé, le regard teinté de scepticisme et de gratitude. Il a tendu la main et a touché le classeur comme pour en tester la solidité. Ils ne peuvent pas nous arrêter, dit-il d'une voix faible mais résolue. À cet instant, j'ai compris que notre lien, forgé dans l'adversité, était devenu notre armure. Les jours suivants,
j'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires aux 4 coins de notre propriété, des objectifs grand angle dissimulés dans les haies, des capteurs infrarouges installés sous les avant-toits. J'ai appris les schémas électriques et les réglages de détection de mouvement, devenant ainsi une sentinelle amateur dans une guerre silencieuse. Je regardais les images en temps réel, le doigt toujours sur le bouton pause, prêt à capturer le moindre mouvement qui traçait les contours de notre jardin. Malik m'accompagnait lors de mes patrouilles du week-end, allant chercher de la limonade glacée dans le réfrigérateur et lançant la lecture de chaque nouvelle séquence. Nous rions des fausses alertes, des écureuils filant à travers les nénuphars, du chat du voisin rôdant sous les haies, et nous trouvions du réconfort dans notre vigilance partagée. Un soir, alors que nous visionnions les images d'une caméra près de la boîte aux lettres, nous avons aperçu une silhouette mince, encapuchonnée, passant prudemment devant la lueur des lumières du porche. Il s'est arrêté devant la boîte aux lettres et a tiré quelque chose de sa poche, puis il a arraché toute la boîte du courrier. L'image était floue, mais le profil de l'homme, la courbe de ses épaules était indéniable. Il se déplaçait avec la même détermination que le conducteur du pick-up. J'ai figé l'image, zoomé et fixé la silhouette, mémorisant chaque détail. Puis j'ai pris une grande inspiration, me suis tourné vers Malik et ai murmuré, « Ça va bientôt finir ». Nous avons signalé le dernier incident au détective, lui envoyant la vidéo en pièces jointes avec l'horodatage. Je ne savais pas si cela entraînerait une arrestation, mais je devais documenter notre calvaire d'une manière qui ne puisse être ignorée. Tard ce soir-là, tandis que les cigales chantaient leurs berceuses lugubres, j'ai observé le ciel du sud par la fenêtre de ma chambre, à la recherche d'étoiles. J'ai pensé à Delilah et me suis demandé si elle reconnaissait le quartier qu'elle avait quitté, désormais déchiré par la guerre et les préjugés. J'ai pensé à Malik, à sa résilience et à sa gentillesse, et je me suis juré que quoi qu'il advienne, nous l'affronterions ensemble. Dans l'obscurité, j'ai trouvé une étrange clarté m'a fait comprendre que ce combat n'était plus une question de tonte de pelouse ou de vote pour les municipalités. Il s'agissait de revendiquer une place dans un monde qui avait tenté de nous anéantir. Il s'agissait d'apprendre à mon fils que le courage se nourrit dans les moments de peur et que se défendre est parfois le seul moyen de rester debout. Et tandis que j'éteignais la lumière et me glissais sous les couvertures, je savais que demain nous reprendrions nos armures au soleil, car face aux obus et aux entailles, nous ne serions pas réduits au silence. Les jours qui ont suivi l'incident du pneu crevé ressemblaient à une marche dans un brouillard qui refusait de se lever. J'ai vu Malik se replier sur lui-même, son rire s'évanouissant comme un oiseau chanteur au crépuscule. Il ne m'accueillait plus à la porte avec la même assurance radieuse. Au lieu de cela, il traversait la maison d'un pas silencieux, comme pour ne pas troubler l'ombre. Notre table de cuisine, autrefois lieu de conversation facile, s'est transformée en scène d'un silence tendu. Les assiettes s'entrechoquaient, les fourchettes claquaient sur la porcelaine. Mais les mots dont nous avions besoin, ceux qui pourraient guérir, restaient. Des non-dits, suspendus dans l'air comme des invitations sans réponse. Un soir, je le trouvai assis seul sur la véranda, le ciel meurtri par le coucher du soleil et les cigales fredonnant leur chant nocturne. Il fixait la pelouse. Ses rayures étaient devenues un champ de bataille de souvenirs. Je me glissai sur le banc à côté de lui, en prenant garde de ne pas le surprendre. Les lattes de bois craquèrent, un gémissement familier, autrefois réconfortant, résonna maintenant comme si la maison elle-même murmurait son inquiétude. J'attendis, n'offrant que ma présence jusqu'à ce qu'il parle enfin, d'une voix basse et cassante. « J'ai travaillé tout l'été, papa, dit-il, les yeux rivés sur l'herbe. J'ai tondu les maisons, arrosé les jardins, je n'ai rien demandé, et maintenant ils me prennent pour une menace. » Il expira. Une bouffée de lassitude, qui portait le poids de rêves d'enfant, se réduisit en poussière. Comment est-ce juste? J'avalai difficilement, voulant lui offrir du réconfort, mais sachant que les mots seuls ne suffisaient pas. Au lieu de cela, je tendis la main vers sa main, chaude et tremblante. Ce n'est pas juste. J'ai dit simplement. Mais tu as bien fait. Tu as aidé quand personne d'autre ne voulait. Il tourna la tête juste assez pour croiser mon regard. Ses yeux sombres brillaient de doute et de défi. Aider qui? Demanda-t-il. Des gens qui me détestent pour ce que je suis. Sa voix se brisa et, pour la première fois, je vis l'intensité de sa douleur. Ce n'était pas seulement des pneus crevés ou des mots furieux. C'était la prise de conscience que la gentillesse pouvait être récompensée par la cruauté. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. J'étais allongé dans le noir, les yeux fixés sur les ventilateurs de plafond qui tournaient au-dessus de ma tête, chaque lame me fendant les pensées.
Je me souvenais de la première fois où Malik s'était porté volontaire. Son sourire timide, son geste timide de la main, et ma fierté. Je me souvenais de Delila lui apprenant à planter des fleurs et à les entretenir, ses mains douces guidant les siennes. Mais ces souvenirs me semblaient lointains maintenant, ancrés dans une vie passée. Je savais que je devais agir, non seulement pour le bien de Malik, mais aussi pour la dignité de notre famille. Alors, avant l'aube, j'ai pris un carnet et parcouru la liste des voisins à qui parler. Les Patel, les Moral, la famille Chin, les Rodriguez sur Maple Drive. Tous ceux qui avaient été confrontés aux plaintes venimeuses de corps auprès de l'association de propriétaires ou avaient été directement victimes de ces préjugés. Armé de café et de détermination, je me suis lancé ce matin-là dans ce que j'appelais en privé ma tournée de vérité. Mon premier arrêt fut la résidence des Patel. Monsieur Patel m'a invité à entrer, m'offrant un rire chaleureux et des arômes de chai épicés. Dans son salon, il m'a montré une lettre de Cora se plaignant qu'il laissait couler le tuyau d'arrosage trop longtemps, insinuant que les étrangers étaient irresponsables. Il a levé les yeux au ciel et a secoué la tête. Nous tenons un registre de nos programmes d'arrosage, a-t-il dit. Elle nous a accusés de négligence. J'ai noté la date, le libellé, la cruauté mesquine. Il s'est penché en avant, la voix sincère. Nous avons expliqué à l'association de propriétaires comment elle nous ciblait, mais rien n'a changé. Je l'ai remercié et j'ai emporté les preuves jusqu'à ma voiture, sentant le dossier s'épaissir entre mes mains. Ensuite, je suis allé rendre visite à la famille Moral. Sonora Moral m'a invité dans sa cuisine ensoleillée et m'a offert des empanadas encore chaudes du four. Elle m'a parlé d'une plainte selon laquelle le jeu bilingue des enfants avait perturbé la tranquillité de Cora. Je l'ai vu se pincer les lèvres au souvenir, décrivant comment la OA avait balayé ses inquiétudes. Ils m'ont dit de garder ma culture pour moi, a-t-elle dit doucement. Chaque témoignage s'est gravé dans mon carnet, date, description, le fond de la discrimination. J'ai griffonné jusqu'à ce que les pages deviennent floues, refusant de laisser échapper le moindre détail. À midi, j'étais chez les Chin. Madame Chin, grand-mère et féroce, m'a raconté comment Cora avait exigé que ses petits-enfants portent des gants pour cueillir les roses, préservant ainsi ses précieuses fleurs, puis s'était plainte lorsqu'un seul pétale était tombé sur le trottoir. Elle surveille comme un faucon, a dit Madame Chin en servant du thé. Puis elle a utilisé la OA comme arme. J'ai exprimé ma gratitude et promis de tout compiler dans un classeur digne d'être examiné. De retour chez moi, j'ai trié la pile croissante de témoignages et de dossiers de police. Ma table de salon était enfouie sous des piles de papier. J'ai imprimé l'extrait de la réunion du conseil communautaire où Cora avait déclaré avec défi, ce quartier doit préserver son caractère. Ces mots étaient chargés de conséquences inexprimées. Cet extrait, horodaté et daté, en disait long. Le caractère dans son esprit, l'exclusion des hommes. J'ai codé chaque preuve par couleur. Jaune pour les lettres, bleu pour les photos, rouge pour les images vidéo, et je les ai rangés dans un nouveau classeur, plus lourd que tous ceux que j'avais eus auparavant. En fin d'après-midi, j'ai appelé Malik dans mon bureau, dont les murs étaient tapissés de livres et de photos encadrés de jours meilleurs. J'ai fermé la porte pour garantir mon intimité, puis je lui ai fait signe de s'asseoir. Sa posture était prudente, mais il a obéi. Sur le bureau entre nous se trouvait le classeur, dont le dos se tendait comme l'archet d'un violon sous tension. Je l'ai ouvert à la première page, révélant la lettre de Madame Patel, puis j'ai feuilleté le témoignage de Moral, puis la plainte des Chin. J'ai regardé son expression passer de la lassitude à l'étonnement alors qu'il absorbait la portée de la campagne d'intimidation des années de Cora. Je n'avais aucune idée, dit-il, voix petite. Je pensais que c'était juste moi. J'ai placé une main sur son épaule. Ce n'était pas seulement toi, dis-je, voix douce mais ferme. Elle a répandu cette peur dans chaque maison qui n'avait pas d'importance pour elle. Mais maintenant, nous avons des preuves. Je me suis retourné à la capture d'écran du conseil d'administration communautaire et j'ai élargi la citation sur l'écran derrière moi. C'était sa voix, dis-je. Audacieux, public, sans honte. Malik se pencha en avant, lisant les mots. Les voisins doivent maintenir le caractère. J'ai vu résoudre Kindle dans ses yeux. L'étincelle que j'avais craint éteinte maintenant scintillante. Nous avons passé le reste de la soirée à ajouter un contexte à chaque élément de preuve. Date, emplacement, nom des membres du conseil d'administration, référence de politique à choix. Au moment où l'obscurité s'est installée à l'extérieur, nos pages étaient complètes et irréfutables. Malik a fermé le classeur avec un snap satisfait,
le son résonnant comme un dernier tribunal. Nous sommes prêts, a-t-il dit, et j'ai senti une vague de fierté plus forte que celle que je connaissais. Dans le calme qui a suivi, nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, le classeur reposant sur nos tours comme un atlas de justice. Aucun de nous n'a parlé pendant longtemps. Puis Malik a expiré, la tension s'échappant de lui comme de l'air d'un pneu perforé. Merci, il a chuchoté de ne pas avoir abandonné. J'ai enroulé mon bras autour de lui, le tirant dans un câlin latéral. Nous sommes ensemble, j'ai répondu, sachant que même si nous n'avions pas parlé de toutes les choses que nous aurions dû dire auparavant, parfois les actions parlent plus que des mots. Et comme je tenais mon fils toute la nuit, écoutant le doux rythme de son souffle, je me sentais certain que notre silence avait été brisé, non pas par la haine de Cora, mais par notre détermination à se lever, à parler et à récupérer l'histoire de qui nous étions. Car à la fin, les choses que nous ne disons pas à haute voix peuvent nous façonner tout aussi profondément que les mots que nous choisissons d'exprimer. Et nous avions choisi la vérité. La lumière du soleil du matin a filtré à travers les stores et les rayures douces, illuminant les bords de chaque papier empilé sur mon bureau. J'ai tapé mon stylo contre le bureau, en regardant les liens que j'avais assemblés, 5 volumes de graisse épais avec des témoignages, des horodatages, des photographies et des transcriptions. Chaque classeur représentait un morceau de notre histoire. Les invitations polies de Cora avant ses accusations. Les images horrifiques de Malik tontir sa pelouse, les instantanés de fragments de coquilles d'œufs éparpillés sur sa voiture, et les images de la silhouette anonyme déchirant notre boîte aux lettres de son poste. Aujourd'hui était l'audience spéciale à Shoah, et j'ai ressenti le poids de ces liens comme un bouclier attaché à ma colonne vertébrale. Notre avenir dépendait de leur contenu. J'ai appelé Malak dans mon étude juste avant le petit déjeuner. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux passant sur les liens bombés, les épaules tendues, mais déterminé. Il a regardé 19 ici, plus le garçon impatient qui avait autrefois poussé une tondeuse sur ses pelouses, mais un jeune homme tempéré par les préjugés et la résolution. Je l'ai fait signe à l'intérieur et fermé la porte derrière lui. Je veux que vous sachiez que tout ce ici vous appartient. Dis-je tranquillement, poussant le classeur le plus proche vers lui. Votre histoire, votre vérité. Il passa un doigt le long de la colonne vertébrale du lion, puis me regarda, la gratitude et la colère se prêtent dans ses yeux. Je suis prêt, a-t-il dit. J'ai chargé les lions dans la voiture, sécurisant chacun pour qu'ils ne se déplacent pas pendant le lecteur. J'ai vérifié ma montre précisément à 8h45. Nous étions prévus à 10h, ce qui signifiait le temps de répéter. En route vers le clubhouse, j'ai passé en revue le format d'audience dans ma tête. Chaque partie présenterait des preuves suivies de brèves questions, puis le conseil d'administration serait délibéré. J'ai imaginé le regard stylé de Ron, le murmure du conseil d'administration derrière leur papier, et l'expression suffisante de Cora lorsqu'elle a réalisé que le sol nous appartenait. J'ai senti la main de Malik contre la mienne, une affirmation silencieuse qu'il partageait mon anticipation. À la porte du clubhouse, des voisins regroupés et silencieux, sont confrontés. Certains ont offert des hochements de tête sympathiques, d'autres jetaient un coup d'œil à l'écart, ne voulant pas choisir publiquement les côtés. J'ai conduit Malik à l'intérieur, ignorant l'odeur obsolète des sols polis et de l'air recyclé. Nous avons pris nos sièges à une longue table, 5 lions se sont propagés devant moi comme des tomes anciens. De l'autre côté de la table était assis Cora Langford, sa posture rigide, des lèvres pressées dans une ligne dure. Elle a serré son propre dossier mince, probablement rempli de distorsions. Ses yeux passaient vers moi, froids comme une matinée d'hiver. Je me suis forcé à ne pas tressaillir. Lorsque Ron a appelé l'audience sur commande, il a parlé avec professionnel calme. Nous sommes ici pour examiner la plainte spéciale et les preuves de contrebande présentées par M. et M. Monroe et Mme Langford. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Monroe, vous pouvez commencer. J'ai pris une respiration, mentant la présence stable de Malik à mes côtés et ouvert le premier classeur à une section que j'ai tabuée en jaune vif. Merci, Ron, dis-je. Je voudrais commencer par un modèle de comportement. J'ai distribué des copies des procès-verbaux de HO à des réunions au cours des 5 dernières années, mettant en évidence 2 douzaines d'entrées où Cora avait déposé des plaintes non fondées contre les familles de couleur. Chaque entrée rejetée par le conseil d'administration, mais n'a jamais abordé de manière concluante. Les pages. Oui, Malik, venez demain matin. Merci beaucoup. Ensuite, la capture d'écran des séquences de l'anneau où Cora a craché sa cruauté. Vous voulez toujours quelque chose. Je m'arrêtai, verrouillant les yeux avec Cora. Ce n'est pas l'application de la sécurité.
C'est un préjugé. La pièce est devenue silencieuse, l'air épais de vérité tacite. En ce qui concerne le classeur final, j'ai présenté les preuves d'escalade. La voiture vandalisée, les pneus réduits, la boîte aux lettres déchirée. J'ai passé des images fixes vidéo de la camionnette avec l'autocollant Langford Family Réunion 1998. Ensuite, la police rapporte en notant les soupçons du crime de haine. Lorsque l'intimidation verbale a échoué, ils ont eu recours à des dommages matériels, j'ai dit. Et pourtant, nos autorités locales ne sont pas intervenues. Nous sommes ici parce que notre communauté doit respecter ces normes pour tout le monde, sans exception. J'ai fermé le classeur de manière décisive et j'ai laissé pendre la gravité de ces mots. Cora se tenait ensuite, sa voix s'allumant alors qu'elle tentait de refonter sa plainte en matière de sécurité personnelle plutôt que de parti pris. Les questions des membres du conseil d'administration étaient polies mais sondées. Interrogé sur la propriété légale de la boîte aux lettres, j'ai proposé l'acte. Un autre a demandé si j'avais des solutions pour l'unité communautaire. J'ai suggéré une formation biaisée et des processus de plainte équitables. Quand c'était au tour de Malik, il a parlé avec la force mesurée. Je voulais seulement aider, a-t-il dit, à la voix stable. Mais les gens qui m'ont appris la gentillesse l'ont renforcé comme du poison. Il fit une pause et j'ai vu des larmes briller au coin de ses yeux. Je mérite d'être traité comme le petit-fils de quiconque. Après la clôture des remarques, Ron a ajourné l'audience et a excusé tout le monde pendant que le conseil d'administration délibérait. La salle d'attente se sentait caverneuse alors que les voisins se déplaçaient sur leurs sièges. Les journalistes des nouvelles locales ont bavardé doucement et cassouffla de manière indignante à côté de son neveu Martin. Malik a coulé dans une chaise à côté de moi. Les classeurs sont désormais silencieux des témoins de notre lutte. J'ai placé ma main sur son épaule. Peu importe ce qui se passe, j'ai dit, je suis fier de toi. Il hocha la tête pliée, et je sentais que la fierté gonflait comme un lever de soleil. 1 heure plus tard, Ron a rouvert la réunion. Il parlait lentement, chaque mot délibéré. Après avoir examiné les preuves, le conseil d'administration a décidé de suspendre les privilèges à choix de Madame Langford pendant 1 an. Nous recommandons également un examen communautaire de nos procédures de plainte. La salle expirait, certaines en relief, d'autres sous les applaudissements étouffés par la formalité. Le visage de Cora s'est épuisé de couleur alors qu'elle rassemblait son mince dossier. Son départ une retraite hâtive. Nous nous levons également, et Malik et moi sommes sortis en plein jour. Les lions vident désormais les navires d'objectifs remplis. À l'extérieur, le soleil se sentait plus chaud, les cigales plus fortes comme pour célébrer notre victoire. Des voisins ont émergé, offrant des félicitations et des poignées de main. Malik m'a regardé et a souri, limité, mais authentique, le sourire que j'avais aspiré à voir. J'ai soulevé un lion au-dessus de la tête comme un trophée et l'ai mis sur l'herbe, laissant les pages flotter dans la brise. Nous l'avons fait, a-t-il dit doucement. Ensemble, je l'ai rapproché, inhalant le péché de l'herbe et de la possibilité fraîche. Alors que nous redirions dans l'allée, je savais que la bataille n'était pas terminée. Les préjugés pouvaient nous coincer dans de nombreuses ombres. Mais à ce moment-là, armés de la vérité et fortifiés par l'amour, nous avions sculpté un espace où la justice a pu grandir. Léger a calomnié son visage comme une accusation. Vous vous ridiculisez de cette famille, claqua-t-il, voix basse et grâlement. C'est juste une vieille dame. C'est mesquin. Arrête de traîner son nom à travers la saleté. J'ai ressenti une ruée de chaleur dans mon ventre, mon colère, mon incrédulité, mon chagrin. Mais j'ai gardé ma voix stable. Elle a appelé mon fils par réel. Elle l'a enduit de insultes. Il est humain. Martin ne mérite pas ce qu'elle a fait. Sa mâchoire se serra et pendant un moment, je pensais qu'il pourrait me frapper. Au lieu de cela, il se pencha. Ton encore plus menaçant. Vous ne voulez pas commencer une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Il tourna son talon et traqua dans l'allée, me laissant avec l'écho de ses pas et une promesse silencieuse. Nous n'avons pas fini. Cette nuit-là, j'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires. 3 lentilles plus discrètes cachées dans les haies bordant la propriété, une au-dessus de la porte de garage, une autre sous la lumière du porche et la dernière à l'intérieur de la boîte aux lettres elle-même. J'ai regardé les flux numériques vacillant à la vis sur mon moniteur et j'ai étudié chaque angle jusqu'à ce que je connaisse chaque ombre et chaque brique. Mes mains se déplaçaient avec un calme méthodique, mais à l'intérieur, j'étais une tempête. J'ai pensé au rire de Malik avant le début de ce cauchemar,
les notes brillantes désormais en sourdine, et je me suis rappelé que nous ne permettons pas à la peur de devenir notre maître. 2 nuits plus tard, je me suis réveillé avec le tinc-terne du métal et le gémissement du bois éclaté. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai glissé dans le couloir, respirant dans l'air frais du couloir. Sur le moniteur de sécurité, je l'ai vu, une silhouette solitaire sous la lumière du porche, son visage obscurci par une casquette de baseball, ses mains gantées en fixant notre boîte aux lettres à partir de son poste. Alors que j'atteignais mes clés, Malik est apparu derrière moi, silencieux mais résolu, et ensemble, nous avons glissé dans les escaliers et hors de la porte d'entrée. Au moment où nous avons atteint les lieux, l'homme était parti. La boîte aux lettres se trouvant dans des éclats à mes pieds. Mais la caméra avait capturé tous les détails. La courbe de ses épaules, l'angle de ses mouvements, la lueur des outils métalliques nichés dans sa ceinture. J'ai ramassé le bois brisé et l'ai glissé dans un sac en plastique, préservant les preuves du détective. Il a réessayé, dis-je, la voix serrée. Malik hocha la tête, les yeux brûlants de détermination. Alors nous serons prêts. Le lendemain matin, la police a frappé à notre porte avec de nouvelles questions, leurs expressions teintées d'une nouvelle urgence. Ils ont confisqué la boîte aux lettres brisées, ont demandé les images de la caméra et ont promis que cette fois, ils attribueraient un détective spécialisé dans les crimes immobiliers. J'ai remis le sac de bois éclaté et les journaux des téléchargements de la caméra. Le jeune officier m'a regardé avec sympathie. Le vétéran a simplement hoché la tête. Nous suivrons chaque avance, a-t-il dit. Je le croyais à ce moment parce que j'avais espéré que la vérité détenait plus de pouvoir que les vieilles rancunes. Dans les jours qui ont suivi, j'ai décidé de confronter Martin directement, mais selon mes conditions. J'ai laissé une note dactylographiée à sa porte. Rencontrez-moi le samedi à 15h au parc de l'autre côté de la rue. Pas de menaces, pas d'avocat, juste des mots. Samedi après-midi, je l'ai trouvé appuyé contre une lampe-poste, les bras pliés, un sweat à capuche dissimulant des tatouages que je n'avais jamais remarqués auparavant. Il avait l'air plus âgé, plus fort, comme si 13 mois de témoignages de l'humiliation de sa mère avaient sculpté les lignes sur son visage. Je me suis approché lentement, les mains visibles. Merci d'être venu, ai-je dit. Il renifla. Vous n'avez rien à dire. J'ai secoué la tête. Je veux comprendre. Il me considérait avec lassitude. Comprendre quoi? Que l'image parfaite de ma famille a été brisée. Que vous voulez nous traîner dans la boue? J'exhalai, laissant la brise d'été emporter une partie de ma tension. Les actions de Korora vont au-delà des règles de Hachoa. Harcèlement, dommages matériels. C'est un modèle de haine. C'est plus grand que nos familles. Il cracha sur le trottoir. Haine? Tu penses qu'elle te déteste? J'ai rencontré son regard, calme mais ferme. Elle déteste ce qu'elle ne comprend pas, mais cela ne lui donne pas le droit de menacer mon fils. Sa mâchoire se contracta. Il n'aurait pas dû venir à fouiller. J'ai hoché la tête. Il s'est porté volontaire pour aider quelqu'un qu'il a traité comme des déchets. Et je ne m'excuse pas de me tenir près de lui. Il regarda un long moment comme s'il pesant mes mots contre un code intérieur. Puis il s'est détourné. Restez en dehors des affaires de Langford, marmonna-t-il. Je voulais argumenter, pour le poursuivre, mais j'ai tenu mon terrain. Je le ferai, dis-je doucement. Si vous cessez de nous cibler. Le vent lui a porté mes mots, et pendant une lueur de temps, je pensais qu'il pourrait reconsidérer, mais il est parti, me laissant sous le lampadaire avec mon plaidoyer sans réponse. Cette nuit-là, j'ai passé en revue tous les images de la boîte aux lettres, en zoomant sur les coutures des gants, la distorsion du chapeau avec un logo discrète. Je me suis comparé à la plaque d'immatriculation. Le numéro de plaque correspondait à la camionnette, et le logo était le même au chapeau porté par ce conducteur. Le détective voulait une déclaration officielle, et il se préparait à exécuter un mandat de perquisition pour la résidence de Martin et le camion. Point de données supplémentaires, temps, date, compte de témoins. J'ai prévu une réunion de surveillance de quartier ce jeudi soir, invitant les voisins à partager toutes les observations inhabituelles. Cette famille ont participé, dont une qui a déclaré avoir vu une camionnette rouillée entourant le cul-de-sac à 2h30 du matin 2 fois la semaine dernière. Une autre famille a fourni une photo du camion garé près du centre communautaire une journée, Cora a organisé un club de lecture. Le dossier a grandi et j'ai senti l'élan se déplacer en notre faveur. Les actes isolés de vandalisme étaient désormais reconnus comme des menaces orchestrées par les forces de l'ordre. Ce week-end,
le camion de Martin a été remorqué et j'ai regardé de mon Porsche comme des officiers en uniforme chargés de preuves dans des sacs. Sa mère, Cora, est arrivée dans une mini-fourgonnette d'occasion, son visage cendré alors qu'elle les regardait transporter le camion de son fils sur le plateau. Elle serra son mince dossier noir, le même qui avait été une arme contre nous. Maintenant inutile face aux accusations criminelles. Nos yeux se sont rencontrés de l'autre côté de la rue, et j'ai vu la peur là-bas, une reconnaissance que sa forteresse de préjugés avait été violée par une preuve incontestable. Moi ferma la porte doucement et se tourna vers Malik, qui se tenait à côté de moi, les bras croisés, mais le relief gravé dans ses traits. Ils ont trouvé le lien, ai-je dit. Il a expiré, les épaules se détendant pour la première fois depuis des semaines. C'est tout ce dont j'avais besoin, a-t-il répondu. Ensemble, nous avons regardé Cora se retirer dans sa mini-fourgonnette. Le sort de Martin scellé par le sang et les clôtures en papier. Dans les jours qui ont suivi, le HOA a présenté des excuses officielles à Malik et à chaque famille que Cora avait ciblée. Ils ont annoncé une politique de tolérance zéro pour la discrimination et ont établi un comité d'examen avec un abonnement en rotation. Notre cul-de-sac se sentait plus léger, comme si le retrait du poison du sol avait relancé les fleurs. Des voisins ont fait un signe de la pelouse et que Malik est retourné au bénévolat, sa foulée s'est déchargée. Un soir, je l'ai trouvé au porche, ses mains sur les poignets de la tondeuse, fredonnant doucement à lui-même. Je suis sorti et je me suis tenu à côté de lui, inhalant le pêcher de l'herbe fraîche. Il leva les yeux, rencontra mon regard et sourit. Pas le sourire provisoire de quelqu'un qui reprend sa joie, mais le rayonnant des jeunes hommes qui savaient qu'il appartenait. J'ai rendu son sourire, mon cœur plein, et ensemble nous avons terminé la dernière passe de la pelouse, la bataille a gagné. Mais la leçon claire face à la haine, à la vérité et à la persévérance renforce les clôtures plus fortes que toute plainte en papier. Lorsque Ron m'a appelé au téléphone, sa voix était mesurée comme s'il offrait des condoléances au lieu de bonnes nouvelles. Grayson, le vote du conseil d'administration est demain matin. J'ai fermé mon ordinateur portable et senti les lions sur mon bureau trembler comme s'ils ressentaient aussi la gravité du moment. Malik se tenait derrière moi, se penchant contre le cadre de la porte, les bras croisés, les yeux brillants d'espoir prudent. C'est ça, dis-je, bien que ma gorge se sentait serrée. Il hocha la tête, puis tapota un doigt sur l'écran de son téléphone. Je vais l'envoyer maintenant, a-t-il dit, rafraîchissant son email pour la 5e fois. Ensemble, nous avons pressé d'envoyer le dossier que j'avais compilé l'ensemble du dossier de la discrimination de Cora, des images de vandalisme, rapporte la police, les témoignages de chaque famille qu'elle a ciblée. Nous l'avons adressé au bureau local avec une ligne d'objet simple. Un adolescent suburbain harcelé par l'ex-GGR maire HOA. Preuve ci-jointe. L'après-midi, mon téléphone a bourdonné la première réponse. Un journaliste du Triangle Times demandant une interview assis. En moins d'une heure, un autre email est arrivé de Carolina ce soir, les nouvelles du soir local. Dans notre cul-de-sac tranquille, nous avons regardé nos téléphones pinglés avec des notifications et nos boîtes de réception remplies d'invitations à partager notre histoire. Malik a rythmé le salon, rejouant l'inconfort gênant de s'asseoir en face des caméras de nouvelles plus tôt dans la journée. Je n'ai jamais voulu que mon histoire raconte, marmonna-t-il, tirant sur son col. J'ai placé une main sur son épaule et j'ai serré. Il ne s'agit pas de vouloir l'attention, ai-je dit. Il s'agit de montrer au monde ce qui se passe lorsque les préjugés ne sont pas contrôlés. Il expira lentement, les épaules au carré. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au centre communautaire avant le lever du soleil. Des journalistes regroupés par les portes d'entrée, des trépieds déjà réglés, des caméras pointées vers l'entrée comme sentinelles vultureuses. Les voisins ont coulé, offrant des hochements de tête et des gestes de soutien. J'ai reconnu Madame Patel, sa fille à côté d'elle, portant tous deux des t-shirts et massant avec le nom de Malik. La famille morale a salué à distance et le menton se tenait derrière eux, des foulards attachés parfaitement sur leurs épaules. Lorsque Ron est monté sur le podium, le bavardage s'est dimenté à un silence respectueux. Il s'est dégagé de la gorge et a annoncé « Nous sommes ici pour voter pour suspendre les privilèges HOA de Madame Coral Langford pendant 1 an, avec effet immédiat. » Mon pouls a martelé si fort, je pensais qu'il étoufferait le reste de sa phrase. Les membres du conseil d'administration ont passé les bulletins de vote sur la longue table. Chaque vote claque ressemblait à une balle tirée sur l'injustice. J'ai regardé la chaise vide de Cora à travers la pièce, le mince dossier qu'elle avait une fois embrayé maintenant. Le lecteur à côté de moi s'arrêta, lisant le compte en faveur, un poste.
Une ondulation de soulagement se propage dans la foule. Quelqu'un applaudit tranquillement au début, puis d'autres se sont joints jusqu'à polir, les applaudissements ont rempli la salle. Les caméras clignotaient et les microphones poussent vers l'avant. Les journalistes ont bousculé vers moi et Malik, avides de bouchées sonores. J'ai avalé et avancé, étreignant la main de Malik avant de le retirer pour lever le mien dans un salut provisoire. Merci, dis-je, la voix attrapant. Ce n'est pas une vengeance, c'est la justice. Notre interview a été diffusée ce soir-là sur Carolina ce soir. Je me suis assis à côté de Malik dans notre salon en regardant le segment se dérouler à l'écran. Des images de caméras en anneau, les lions qui se sont retrouvés à la réunion de la OU, ma voix expliquant l'usage abusif du privilège. Le sourire poli de Malik est apparu alors que l'encre l'introduit. Un étudiant bénévole de 17 ans a été devenu un cueilleur de preuves. Nous nous sommes tenus la main à la fin de l'histoire, la lueur de la télévision clignote sur nos visages. Les médias sociaux ont enflammé. En quelques heures, nous avons vu des commentaires sur les forums de quartier, des notes de félicitations sur le portail de candidature à Malakas College et des étrangers qui font un don à un GoFundMe pour la future bourse de Malik. J'ai fait défiler les messages, des larmes piquant les yeux à chaque mot de soutien. Au cours des 2 prochains jours, notre histoire est devenue nationale. Les journaux ont syndiqué la pièce. Adolescents volontaires harcelés par l'ex-modé. Regroupe avec des preuves. Les titres ont éclaboussé sur les sites web et les flux sociaux. Les conseils d'admission au collège ont contacté des demandes de renseignements, l'une offrant à Malik un entretien de bourse provisoire. Un organisme à but non lucratif local nous a invités à parler lors de leur sommet sur la diversité. Chaque fois que mon téléphone bourdonnait, j'ai hésité avant de lire, me préparant pour une autre vague d'injustice, seulement pour trouver l'espoir renouvelé. J'ai réalisé que notre combat était devenu plus grand que notre allée et notre pelouse. Il était devenu un témoignage de se lever alors que personne d'autre ne le ferait. Le matin après le vote, je me suis réveillé pour trouver un message sur mon répondeur. C'est Ron Tillet. Au nom du Haut-Board, je tiens à m'excuser pour le coup de la douleur et à vous inviter tous les deux à nous aider à élaborer un programme de sensibilisation communautaire. J'ai retourné son appel et j'ai accepté, sentant le cercle complet de la responsabilité qui se déroule. Plus tard, alors que je me dirigeais de Malik à l'arrêt de bus, les voisins nous ont accueillis avec sourire et vagues. Même le couple âgé du coin qui parlait rarement a maintenant fait basculer son chapeau. Malik s'est tourné vers moi et a dit, « Papa, pensez-vous que les choses vont vraiment changer ?» Je le baissai les yeux, son menton se leva, ses baskets éraflées, mais son cœur ininterrompu, et a répondu, « Je sais qu'ils le feront. » La rue se sentait vivante sous nos pieds. Chaque lame d'herbe, une promesse qui, face aux préjugés, le vote de la vérité et les projecteurs de la justice, pourrait éclairer même les pelouses les plus sombres. Le matin après le vote, l'air se sentait différent, comme si le cul-de-sac lui-même expirait un soulagement. Malik a bordé les pas devant moi, son sac à dos en borde librement, la lueur de la possibilité dans ses yeux. J'ai suivi, transportant la tondeuse dans la cour avant, notant comment l'herbe semblait plus verte, comme si elle était nourrie par la justification. Les voisins s'arrêtaient dans leur propre routine, Madame Patel arrosant son hibiscus, la vérification de Rodriguez en vérifiant leur courrier et offrait de véritables sourires dans notre direction. Même la famille morale a fait un signe de la famille, leur petite fille souriant, me rappelant que l'innocence persiste lorsque l'espoir est nourri. À midi, mon téléphone a sonné. Le programme Too Good Scholar invitant Malik à une interview. Une bourse complète suspendue dans la balance. J'ai écouté avec une fierté croissante pendant que Malik répondit, voix confiante, répertoriant ses projets de bénévolat et ses réalisations scolaires sans hésitation. Quand il a raccroché, il se tourna vers moi, les yeux écarquillés. Je l'ai compris, souffla-t-il. Tout le trajet complet, le logement, les livres. Je sentais des larmes piquer alors que je frappais ses épaules. Vous avez gagné cela, dis-je, la voix épaisse. Ils ont vu qui vous êtes vraiment. Cet après-midi-là, j'ai réparé la dernière bande sur la pelouse, poussant la tondeuse méthodique, chacune se rappelle l'endurance et le renouvellement. Les nuages se sont rassemblés en grappes mous, des pluies prometteuses et j'ai accueilli leur approche. Oh pour l'herbe, pour une nouvelle croissance, pour la guérison que nous avons commencée. Au loin, mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un email de notre producteur de nouvelles locales demandant si Malik participerait à un panel sur l'activisme des jeunes. Il a accepté sans hésitation, désireux de partager son histoire et d'encourager les autres à se lever. Alors que la soirée tombait,
je suis monté sur le porche avec une photo du thé glacé et j'ai regardé Malik héberger son premier QA en direct, poser des questions sur la collecte de preuves, la confrontation des préjugés et la recherche de la communauté. Sa voix était stable, compatissante et humble. J'ai reconnu en lui la même détermination que j'avais vue le jour où il a frappé pour la première fois à la porte de Cora. Les téléspectateurs ont envoyé des messages de soutien et des histoires de lutte similaires, transformant notre bataille privée en catalyseur pour un changement plus large. Plus tard, lorsque l'invitation de la cérémonie est arrivée, un événement officiel de HOA pour célébrer l'unité du quartier, j'ai hésité. Est-ce que je vais assister à cet endroit où l'on est originaire d'une grande partie de notre douleur? Malik m'a regardé, espoir brillant dans ses yeux. Nous devrions, a-t-il dit. Ils ont besoin de voir le vrai nous. Nous sommes donc allés ensemble, arrivant dans des applaudissements plutôt que des chuchotements. Ron a présenté à Malik un certificat reconnaissant son leadership, et la foule a applaudi. Cora était absente, bien sûr, ayant vendu sa maison et a continué, mais son départ ressemblait moins à une défaite et plus à la purge d'une brûlure. Rapprochant à la maison sous la douce lueur des lampadaires, j'ai senti la main de Malik se glisser dans le mien. « Papa, dit-il doucement, merci de ne jamais abandonner. » J'ai serré ses doigts et j'ai regardé la boîte aux lettres reconstruite sur le trottoir peint blanc frais avec Monroe à la hauteur en vert foncé. « Nous avons fait ça, ai-je répondu, chaleureux. Ensemble. Au lendemain du mépris et du sabotage, ce qui grandit est plus que l'herbe. C'était un rené de la communauté, un lien renforcé et la connaissance que du feu et des conflits, une nouvelle vie peut s'épanouir. Quelques semaines après les excuses du HOA et les nouvelles des bourses de Malik, le cul-de-sac s'est installé dans un rythme facile de salutations de voisins et de tâches partagées. Les matins ont commencé avec le bourdonnement des pelouses et le pêcher du café frais dérivant à travers les fenêtres ouvertes. Même les cicadas semblaient plus coopératifs, ils chantaient dans une toile de fond douce plutôt qu'un avertissement strident. Un samedi brillant, Malik et je me tenais devant notre cour avant, une fois le champ de bataille des préjugés, maintenant un témoignage de la résilience. J'ai remis à Malik une clé à robinet de tuyau et il s'agenouilla pour ouvrir la valve, laissant une eau claire inonder le guinleur. Il a ajusté son arche pour que chaque lame d'herbe dans la pelouse principale ait reçu un verre. Parfait, dit-il, reculant pour admirer le spray. J'ai chargé des outils de jardin dans une brouette, des cisaillements, des prunes, un sac d'engrais. Nous nous sommes mis à travailler les haies de coupe le long de l'allée, autrefois soigneusement entretenues par Cora, maintenant la nôtre à la façonner. Alors que nous coupons des succursales errantes, les voisins s'arrêtaient sur leur porche, offrant des pouces ou en appelant merci pour notre service communautaire. La transformation de cette pelouse, a-t-elle dit, les a inspirés à réparer les leurs. Entre snip et spray, Malik a raconté la dernière invitation au panel, une conférence sur le leadership des jeunes à l'échelle de l'État où il parlerait de la défense des préjugés. J'ai écouté, fier et aidé par jusqu'où il venait de ce matin étouffant de juin. Il fit une pause, essuyait la sueur de son front et m'a regardé. Vous savez, il a dit, c'était auparavant une tonte de l'herbe. Maintenant, il s'agit de développer quelque chose de mieux. J'ai hoché la tête, plantant un arbuste où les fissures de trottoir s'étaient autrefois divisées sous négligence. La croissance prend des efforts, j'ai convenu. Mais lorsque vous nourrissez les bonnes choses, la beauté suit. À midi, la portée de l'arroseur s'est étendue à chaque coin de notre cour, et la grasse glisse sous le soleil à refléter les roses de l'eau. Abandonner le poids des demandes de Cora, mais il était maintenant libre de son ombre. Remarquable, a-t-elle dit, faisant un geste vers la pelouse. Vous avez transformé l'hostilité en espoir. Malik sourit, acceptant le verre. Nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien de tout le monde. Elle lui tapota l'épaule, puis m'a offert une assiette de cookies. Voici de nouveaux débuts, a-t-elle grillé. J'ai levé mon verre, sentant le poids de notre voyage adoucir dans l'air d'été. Alors que le soleil plongeait bas, jetant de longues ombres à travers l'étendue verte, Malik et moi nous sommes assis sur les marches du porche, les jambes se balançant sur le bord. Il tourbillonna les dernières traînées de limonade, puis se tourna vers moi. Papa, je pense que cette pelouse est la meilleure qu'elle ait jamais été. J'ai reposé mon bras autour de ses épaules et j'ai regardé les rayures soignées d'herbe, les roses vibrantes, la boîte aux lettres robustes portant notre nom. Cela vaut chaque goutte d'eau, ai-je dit. Dans la lueur du crépuscule, j'ai réalisé que cette pelouse n'était pas seulement de l'herbe et du sol. C'était la preuve que lorsque nous nous tenons ensemble, nourrissons ce qui est bien et refuse de laisser la haine prendre racine, même le sol le plus brisé peut s'épanouir.